C'était vraiment un projet très précis, démontrer que la critique ne comprenait rien et était incapable de juger. Donc au départ, son idée, c'était qu'il va faire un faux Vermeer. Il gardait toutes les traces, c'est-à-dire qu'il voulait, une fois que la critique serait ridiculisée, révéler la supercherie. C'est-à-dire qu'il voulait tromper la critique, et donc il avait gardé absolument tout, tout ce qui prouvait que c'était un faux. Alors s'il avait choisi de faire un tableau religieux, c'est parce que, et ça c'est une idée qui est absolument géniale, parce qu'il n'y avait pas de peinture religieuse de Vermeer, il savait qu'on n'avait pas de point de comparaison. Puisqu'il n'y avait pas parce que l'histoire de l'art fonctionne de manière comparative. La méthode de l'histoire de l'art est une méthode comparative. Le fait de choisir un type de peinture qui chez Vermeer n'existe pas, faisait que l'historien de l'art et le critique se trouvaient incapables d'établir des comparaisons. C'est-à-dire que son travail de faussaire suppose aussi une connaissance de l'histoire de l'art. Donc il y a toute une réflexion sur le travail de l'historien de l'art. Le problème, c'est que comme ça lui rapporte de l'argent, il décide d'attendre un petit peu avant de révéler le poteau rose. Donc il en fait un deuxième, et puis ça marche, fait un deuxième Thermogen, puis il s'habitue aux voitures de sport, au casino, à la Côte d'Azur, et donc il ne révèle pas le poteau rose. À la fin de la guerre, après la guerre, comme il va échanger, il vendra à Göring de faux tableaux contre de vrais. Il va dire à Göring, j'ai des faux peintres hollandais, je sais plus, flamand, et en échange, donc il va récupérer de vrais tableaux. Après la guerre, le gouvernement hollandais fait une enquête sur les gens qui ont constitué une fortune en collaborant avec l'ennemi, et donc on découvre qu'il a gagné beaucoup d'argent pendant la guerre, et il dit non, j'ai fait un acte de résistance, enfin, j'exagère un petit peu, j'ai sauvé le patrimoine en vendant des faux à Göring. On n'a pas voulu le croire, et c'est là où il a dit apportez-moi un pinceau et une palette et un chevalet, je vous peins un Vermeer en prison. C'est une histoire qui interroge. Moi, je trouve qu'en général, le problème du faux est un problème absolument passionnant. Parce que ça interroge la question du jugement. Les spécialistes qui ont été trompés par Van Meegeren sont vraiment les plus grands spécialistes. Alors, il y en a eu un ou deux qui ont douté. Il y a une américaine, notamment, je me souviens. Mais quand on voit le tableau, c'est évident que ce n'est pas des Vermeer. Alors quand je dis c'est évident, ça veut dire quoi? C'est parce que moi je le sais. Les histoires de faux, et ça il le dit, si j'ai bonne mémoire dans l'article, on les connaît parce qu'elles sont révélées par le faussaire lui-même. Et on ne veut jamais les croire. On ne veut jamais les croire. Pourquoi? Parce que le problème du faussaire, c'est que s'il a raison, c'est que vous vous êtes fait complètement avoir et que donc c'est vous-même qui êtes ridiculisé. Le faussaire, pour être un grand faussaire, et c'est vrai aussi pour la littérature, il faut connaître très bien. Dans le cas d'un peintre, par exemple, il faut connaître très très bien la peinture. Pareil pour ce qu'on a appelé les faussaires érudits. On sait, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet, que le travail du faussaire dans le domaine de la littérature, ce qu'on appelle les faux érudits, ceux qui ont écrit des faux textes du Moyen-Âge, etc., ils ont fait avancer la science littéraire, parce que pour faire un faux texte du Moyen-Âge, il faut très très bien connaître la littérature du Moyen-Âge. Donc quelqu'un comme Van Meegeren était quelqu'un qui connaissait admirablement la peinture qu'il imitait ou qu'il essayait de falsifier. Je ne suis pas sûre qu'on puisse comme ça dire qu'au départ il y a une émotion et qu'ensuite on passe au jugement, à la rationalité. Je veux dire, là-dessus, il y a beaucoup de mythologie, enfin, ou de discours mythique, du genre l'émotion esthétique. Voilà, on a une émotion devant un tableau. L'émotion, c'est quelque chose qui se construit très lentement, avec beaucoup d'habitude, une grande pratique, des années. Je veux dire, il faut s'être ennuyé beaucoup, avoir passé beaucoup de temps dans les musées, avoir parlé, avoir lu, avoir regardé. Par exemple, le quantitatif est une condition du qualitatif. Par exemple, il faut avoir vu énormément de choses qui vous plaisent pas, qui vous ennuient, on change. Puis on change, enfin, des choses comme ça. Et il y a une sorte d'habitude du regard, comme ça, qui se forge. Enfin, moi, je crois beaucoup non seulement à l'éducation du regard, bien évidemment, mais tout simplement à la formation de la sensibilité et à l'émotion comme résultat. Alors, la question qui est intéressante, pour revenir au cas du faux, c'est quel est le plaisir que procure le faux? Parce que c'est un plaisir très particulier. Quand on sait que c'est faux, il y a un type de plaisir très spécifique, mais qui est difficile. Alors, on admire quoi? On admire le talent. On est très admiratif de ça.
Il y a le plaisir d'avoir été trompé, si on a été trompé, ça c'est le plaisir qu'on a devant le trompe-l'œil, par exemple, des choses comme ça. On dit, vous savez, ou je sais pas, la chose la plus simple, dans les églises baroques italiennes, comme ça, on voit des marbres magnifiques, et puis je m'approche, et puis on frappe, et puis ça sonne vide. Il y a quelque chose qui est extrêmement agréable, le fait qu'on a marché, mais on ne marche qu'un instant, parce que, voilà. Alors le faux suscite aussi ce type de plaisir, et puis surtout le faux, c'est une extraordinaire, quand il est bien fait, c'est une prouesse technique absolument magnifique. Il faut être un grand technicien. Je veux dire que Van Meegeren était un très très grand technicien qui a étudié la peinture, la technique, la couleur, etc. C'est sans doute celui qui connaissait le mieux Vermeer.